Bonjour et bienvenue chez l'Ami des auteurs, le média qui improvise et qui n'a pas toujours une bonne rime dans sa valise. Et qui défrise la perquise. Si tu veux. Vincent Bléné. Vincent Bléné, un auteur que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez jamais chez l'Ami des auteurs. Jamais, jamais. Fantomatique. Fantomatique. Énigmatique. 666 nuances de braise. Dernier livre, avant-dernier. L'avant-dernier, ouais. Le 16e ouvrage, publié chez la compagnie littéraire. Le 17e est déjà en route. Le 17e, ouais, il a été écrit pendant l'entre-deux confinements. J'aurais bien dit entre-deux guerres, mais l'entre-deux confinements. C'est la guerre de nous maintenant, quoi. C'est la séquestration. 17 livres, ça fait pas mal quand même. Ouais, ça fait pas mal, ouais. Ça fait une bonne existence, chapitre par chapitre. J'aimerais bien qu'on fasse une petite rétrospective de tes livres, justement. Avec plaisir. Voilà, tu vas nous raconter l'histoire littéraire de Vincent Bléné. À partir des tout premiers ou juste à partir d'une certaine partie? C'est ton émission. Ok. Tu reviens quand tu veux. Ah, ouais. Ah merci, ouais, c'est gentil. Ce qu'on va faire, si tu veux... Je pensais à partir de FM, tu vois. Ben, à partir de la compagnie littéraire. À partir de la compagnie littéraire, voilà, tu vas nous raconter ta rencontre avec la compagnie littéraire. Tu l'avais déjà abordé dans la première interview qu'on avait fait ensemble. Et à partir de là, tu vas nous raconter un petit peu l'historique de tes livres. D'accord. Alors en fait, donc, la compagnie littéraire, je les ai découverts en 2009, parce que bon, la maison d'édition où j'étais avait fait faillite, donc. Et donc Monsieur Ravel, qui avait aimé ce que j'écrivais, à l'époque c'était lui qui dirigeait la compagnie. Et donc, mais les textes parlaient plus de... J'étais dans un état d'esprit à l'époque où c'était plus... j'étais un mélange entre le côté religieux et chrétien, un peu... comme j'étais toujours dans l'extrême, toujours dans des mentalités un peu écorchées vifs, donc de violence, de gang, d'appartenance, de trucs comme ça. Moi, je ne trouvais pas ma place parce que je suis gothique, mais je suis chrétien aussi. Alors à l'époque, j'étais plus dans le côté chrétien, pas ultra pratiquant, mais croyant et un peu plus proche de pas mal de fidèles et de parce que je connaissais beaucoup de prêtres, je connaissais beaucoup de gens donc, qui pratiquaient et tout. Et moi, j'étais je passais mon temps dans les églises. À l'époque, j'étais quand même dans un état d'esprit donc effacé, mais pouvant avoir des côtés excessifs et des crises et tout, mais sans réfléchir à la provocation que je pouvais faire. Et je passais mon temps, par exemple, à écouter de la musique avec mon baladeur, parce qu'à l'époque, j'avais pas les téléphones, j'avais le baladeur. Je passais mon temps à écouter de la musique dans les églises, dans les cimetières, parce que j'allais souvent me balader dans les cimetières, mais alors pas pour le côté morbide ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, ce que j'adorais, c'était le côté... Bon, même si j'étais à l'époque très très flirtant avec le suicide, l'excès et tout le truc, parce que bon, je voyais pas la nuance, c'est pour ça qu'au fur et à mesure de mes bouquins, il y a une nuance qui s'est faite. La nuance les 636 nuances de... Alors ouais, là le titre était plus donc une forme parodique à la base du 50 nuances degrés, mais après je l'ai gardé de manière philosophique parce que ce livre en fait, 666 nuances de braise, il a été fait donc, pendant la nuit montpelliéraine, le côté, la vision de la vie un peu décadente et superficielle et tout de la vie de la nuit à Montpellier ou ailleurs. Et en fait, il était censé représenter en fait aussi les mensonges. C'est-à-dire que l'endroit où je faisais mes observations pour ce livre était un bar, donc où j'étais devant l'entrée avec deux gars, là, deux portiers. Et en fait, je me suis fait manipuler, traiter de toutes les sortes possibles. Et j'ai découvert, en fait, j'ai observé, ils vivaient un rôle théâtral, ils se mentaient à eux-mêmes. Et ils vivaient dans le cliché de l'apparence et en même temps dans le mensonge et dans la trahison.
c'est un mélange en fait entre ce qu'il y avait dans la cour de Versailles à l'époque, c'est-à-dire les rumeurs, les poisons, les machins, tu sais, les trucs qui se faisaient dans la cour et dans tout ça, euh, les apparences avec les sourires, tout ça. Et en fait, le côté nuance de Brest, c'est parce qu'en fait, ce qu'on voit, on juge des fois l'apparence de quelqu'un. Quelqu'un peut être voilà, le gros, le différent, ou le mec, le bellâtre et tout, ou même laquelle personne elle est jugée comme étant positive ou sportive ou quoi que ça. Mais on ne voit pas des fois à l'intérieur si la personne est positive, pure, ou si c'est quelqu'un de machiavélique. Et en fait, les nuances, elles sont... on ne sait pas définir qu'est-ce qui est bien, pas bien, et tout, parce qu'on est dans une société qui hiérarchise toujours les codes, quoi. Donc c'est vrai il y avait ce côté un peu le mensonge et le fait qu'on ne sait pas vraiment qui est quoi, en fait, dans ce... Et en fait, les observations que je faisais, donc aussi même les relations amoureuses et les relations émotionnelles, les amitiés et tout, parce que les gens, à Montpellier, quand vous voyez quelqu'un, dès qu'il dit bonjour, ils ne s'arrêtent pas pour se prendre de vos nouvelles, ils passent, ils font ouais, salut, hein, machin, voilà. Mais parce que c'est l'apparence, on fait semblant d'eux, il y a beaucoup de gens qui ont fonctionné aussi, par exemple, ils viennent parler avec vous et passer du temps et tout, les jeunes, ça, parce qu'en fait, ils ont besoin de quelque chose de vous, en fait. Ils ont un intérêt, on va dire. C'est parce qu'il y en a, ils disent, ouais, il est pote avec un tel et un tel, donc forcément, ça va me faire bien voir d'eux, machin. Donc si ça me fait bien voir, je vais pouvoir avoir des facilités de bien rentrer, d'avoir des trucs gratuits et tout. Enfin voilà, donc c'est le calcul. Et donc c'est vrai qu'il y a tout ça. Et donc en fait, là en fait, la différence entre celui-là et le tout premier qui était Chronique des Ténèbres, c'est que celui-là en fait, j'ai traversé la sociabilisation. C'est-à-dire que j'ai passé en fait, depuis que j'ai fait SUFM, j'ai vécu tout un parcours dans l'enfer de la vie des gens, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai fait SUFM, j'ai commencé une amorce à sortir de mon abbaye littéraire et spirituelle. Et en fait, je me suis mis à être de plus en plus à côtoyer des gens, à voir différents milieux, et à fréquenter donc les gens qui ne sont pas forcément de ma réalité, de mon monde et de mon truc. Et je dirais pas forcément que les SDF étaient plus proches d'une certaine forme de mon monde que les gens que j'ai vus dans les bars, dans les endroits publics, parce qu'ils ont, on va dire, une notion de la vie qui est, on va dire, à la fois sur un petit nuage, avec certaines, on va dire, difficultés, mais ils n'ont jamais été exposés à cette espèce d'impudeur noire, chaotique, que les sans-abri peuvent traverser, ou que les gens en hôpitaux psychiatriques, ou quoi que ce soit, on a pu, ou les gens qui sont dans la différence, peuvent traverser. Est-ce que ton style gothique, c'est une manière justement de séparer les mondes? Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu l'as déjà conscientisé, ça? Le fait que, là, juste avant l'interview, tu t'es mis un bracelet, tu t'es mis... Je veux me mettre chic parce que j'aime bien ça, mais après, oui, ça me symbolise un peu, ouais. Okay. En fait, c'est-à-dire que moi, je veux pas m'identifier comme un gothique classique, habillé en latex sadomaso, qui va être juste dans la provoque et dans la dépravation et tout. En fait, les bacs, c'est venu avec le Marilyn Manson à l'époque, parce que j'aimais bien les bagues et tout, enfin, j'aimais bien ce truc-là, donc j'ai voulu faire comme lui et tout, donc il y a plein de choses que j'ai entre guillemets singé comme lui, parce que je rêvais d'avoir aussi... Parce que bon, il y a... La plupart, ils fantasment devant le look des rappeurs avec les baggies, les machins, les fringues un peu fluorescentes et tout ça, et ils font comme eux. Ils achètent des trucs comme eux, la mode et la commercialisation se fait comme eux, c'est-à-dire à ressembler aux mecs de la télé. Bon, moi, mon idéal, c'est vrai que j'ai un côté gothique en moi. J'ai toujours eu quelque chose de gothique au fond de moi. Après, le côté horreur morbide, crade, dégueulasse, là, c'est pas mon truc. J'ai un côté complètement jeté dans ma tête. J'ai parfois, dans ma souffrance, quand je suis écorché à vif, je peux frôler des trucs apocalyptiques et l'horreur dans ce que je peux refléter.
Mais en fait, le côté gothique, c'est parce que moi j'aime bien le... Bon, moi je trouve ça, j'aime bien habillé comme ça, moi je me sens chic, je me sens habillé propre. Après, moi si je mets la chemise et si je mets les trucs pour les interviews, c'est parce que j'aime bien, ça fait à la fois, ça me fait une élégance, c'est l'élégance que je peux me permettre parce que j'ai pas de thune, et que je suis sous tutelle, et qu'en même temps ça me permet d'être, de me singulariser et de me rendre chic à ma manière. C'est vrai que, voilà, bon, j'ai un petit fantasme du look qu'avait à l'époque Marilyn Manson, parce que j'aimais bien ce côté, le costard bien propre, avec soft, avec les bracelets gothiques, les bagues et tout. Ouais, ça me fait rêver, ça, c'est vrai. Mais ce que j'aime bien, pour répondre à ta question, dans le côté gothique, c'est que c'est ma singularité à moi, en fait. C'est le truc que j'ai, en fait, qui me... Parce que j'ai besoin d'être une forme originale. J'ai toujours eu un problème de personnalité, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai... Le fait que j'ai, des fois, dans mes angoisses, dans mes provocations, dans mes trucs que je peux mettre sur Facebook ou ailleurs, mes pages blanches, ce que j'appelle les silences, que j'arrive pas à écrire et de ça, et tous les blocages que j'ai pu traverser, les tocs, les phobies, les machins, enfin tout ce qui a fait que j'ai eu des bizarreries à l'époque, c'est dû, en fait, toute maladie est due à une souffrance et un traumatisme extrême. Et dans mon cas, le problème de ma schizo et de mes problèmes et de mes tocs, c'est que j'ai toujours été trop effacé. J'ai eu un manque énorme, et j'en ai encore, un manque énorme de confiance en moi ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu de personnalité. Et moi, j'ai besoin, de manière challenge et même, entre guillemets, maladif, hein, compulsif, pas d'être au-dessus des autres. Je veux absolument pas être au-dessus des autres. Par contre, j'ai besoin de me singulariser. En fait, j'ai besoin d'avoir une personnalité à part. Vraiment être singulier. Parce que j'aime pas être ce côté... voilà, mélangé. C'est pas que je veux pas être au-dessus des autres, mais j'aime pas ce côté mélangé qui n'a pas d'identité, qui suit le rythme et tout ça. Et j'aime bien avoir une forme d'originalité. Une petite originalité. Alors je sais pas si je cafouille un peu dans ce que je dis, mais... Non, non, c'est très clair. Mais c'est vrai que le côté de me mettre comme ça et tout, c'est parce que c'est... Moi j'aime bien, ça me plaît ce look, je préfère ce look-là à... Voilà, le look des habits fluorescents ou des trucs et tout, des casquettes à l'envers, parce que moi j'aime pas ça. Et en même temps, ça fait chic, et puis j'aime bien, voilà, me distinguer, quoi. Me distinguer et avoir une petite... Parce que j'ai toujours tellement subi ce manque de confiance et ce côté... Le côté trash aussi vient du fait que j'ai eu aussi je ne savais pas faire rire avant. J'essayais tellement de faire rire, mais parce que dans les stages que je faisais et tout, je me suis fait défoncer et tout ça. Et comme il fallait faire rire pour pouvoir se faire protéger et en même temps... et puis j'avais besoin de faire rire parce que j'aime bien en fait faire rire les autres. J'ai beau être gothique et tout ça, j'aime bien faire rire, j'aime bien plaire à des filles et tout ça, et j'aime bien avoir une forme d'originalité. Et c'est vrai que j'ai toujours été à la course de ça. Et donc ça a poussé cette... bon, c'est un large sujet. Tu as été très déçu par Marilyn Manson à une période. On va pas revenir là-dessus, je renvoie les spectateurs déjà en tout cas le mec, j'ai mis 12 ans de ma vie sur ce type et tout, et le mec en fait plusieurs fois il m'a craché à la face, de manière, pas face à face en tout cas, mais de manière par personne interposée et tout, mais voilà, que ça soit Quentin Dupieux, qui est un pote à lui, qui m'avait dit de faire une lettre donc pour lui, que j'ai fait la lettre, il l'a transmise, il en avait rien à foutre. Une amie qu'il a rencontrée, parce qu'elle faisait des meet and greet et des trucs donc payants et tout, elle a amené les bouquins en disant il y a un ami qui écrit sur vous et tout, il en avait rien à foutre. Par contre, d'autres personnes qui amenaient des dessins et tout, il allait les chercher et tout. Et puis surtout, c'est quand en 2012, j'ai fait 8 mois de tractation pour essayer de l'approcher à l'époque, pour lui donner les bouquins que je faisais à l'époque, donc les premiers bouquins qui étaient 6 ans d'études sur lui et tout ça. Qu'il a dit, alors que pendant 8 mois on m'avait dit on va vous laisser approcher et tout, enfin que tout avait été planifié, qu'il a dit à la dernière minute va te faire foutre, je t'emmerde, j'ai pas envie de te voir, et que ça a généré, on va dire, une violente dispute avec mon père, bon qui n'était pas la première, mais qui en tout cas fut les derniers mots fatals que
que mon père m'a dit, tu es un minable, tu as raté, tu n'es pas rentable, tu es une merde, je n'aurais jamais dû te sortir de ma vie. Donc ça, plus le fait que j'étais mal pendant le concert et tout, la mort de mon père qui est mort donc juste quelques jours après, sur ces mots de cruauté, il y a eu un paradoxe et tout qui a généré aussi beaucoup de souffrance. Et puis il y a certaines choses aussi qui m'ont mis, parce que j'ai tellement suivi certains trucs que, vous savez, c'est même pour Gazelle, alors je sais que je fais une bifurcation dans tous les sens dans ce que je dis, mais dans Gazelle aussi il y a un truc, c'est-à-dire que j'avais eu une image positive du diable et de l'enfer, parce qu'en fait j'avais besoin de démystifier cette peur et de faire en sorte de parler librement de l'enfer et tout, sans avoir la terreur en fait, parce que j'avais la frayeur d'assumer l'érotisme et l'enfer. Et donc j'ai assumé ces deux-là. Mais après, bon, ça m'a fait voir des choses positives vis-à-vis de l'ange de feu, et donc aussi grâce à la série Lucifer, qui m'avait inspiré et qui m'avait aussi aidé psychiquement et spirituellement. Mais c'est vrai que bon, sans être catho, parce que j'avais besoin aussi de me démarquer de tout ce cheminement d'intégrer ce que j'avais connu, ou de catho et tout ça, qui était très là. Et c'est pour ça qu'il y a aussi le titre, c'est sans impasse, parce que ce qu'on voit n'est pas ce qui y est. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tout noir ou tout blanc, tout bien ou tout mal, ou tout catho ou tout Satan, machin, ça. Et donc j'avais vu les nuances. Sauf que bon, après, spirituellement parlant, et puis avec ce qui m'est arrivé aussi pendant les trucs, on ne peut pas aisément parler de choses qui reflètent des entités, on va dire, spirituelles assez négatives, de manière innocente. On peut pas, même si on veut dire du bien, qu'on veut respecter ces entités-là, pour ne pas les offenser ni rien, on ne peut pas les sortir à tout droit, parce que je pouvais aller plus loin après, parce que j'ai plongé aussi dans une dépression et dans un truc. Ce bouquin-là que j'ai fait, il a été assez chaotique dans l'écriture par rapport aux 3 personnes que j'aimais et qui m'ont brisé le cœur et qui m'ont anéanti. Plus le psychisme que j'avais traversé avec ces petits machiavéliques du bar et tout, plus les annulations qui ont été successives avec les annulations après les confinements et tout. Je veux dire, la soirée de ma maison d'édition, le salon littéraire où je devais présenter le livre et tout. Enfin, les gens, ils ont tendance à croire que les petits auteurs, bon, bah, c'est pas grave, c'est passager et tout, sauf que nous, c'est pas forcément pour de l'argent. Enfin, j'imagine que tu peux le confirmer, hein, Frédéric. Hein, j'avoue que ça ne me déplairait pas d'en gagner un peu d'argent dans ça. Non, mais ça, oui, non, mais oui. Non, mais je veux dire, on fait ce qu'on fait parce qu'on aime ce qu'on fait. Je veux dire, c'est notre raison d'être, quoi. Oui, donc le fait d'annuler en fait toute forme de parole, de projet, de choses et de ça, c'est pas l'argent. Bon, pour certains c'est ultra motivant, ce qui est normal. C'est sûr que si on faisait ça pour l'argent, on aurait arrêté très vite. Ah oui, non, on aurait fait faillite. On aurait très vite en fait, on aurait été sur le Times de la banqueroute. Hein, le Times de la banqueroute, c'est bien ça. En fait, il y a le Times pour ceux qui giclent de la thune. Hein, Bill Gates, machin, tout. Et nous, en fait, on est le Times de la banqueroute. On a fait faillite. Times. Mais ouais, en fait, on fait ça parce qu'on aime ce qu'on fait. Et c'est vrai que le fait qu'on nous ait annulé nos trucs, c'est pas anodin. Le fait d'être enfermé chez soi et tourner en rond, parce que c'est un peu ce que je reflète dans mes bouquins aussi, c'est que je suis tout le temps dans Montpellier à tourner en rond dans les mêmes circuits. Et comme les gens pensent que c'est un caprice de faire des petites activités littéraires et tout ça. Sauf que moi, ça m'évade. Ça me permet de respirer, d'être bien. C'est comme la frustration. Si le fait que je ne couche pas avec des nanas, c'est pas un caprice, c'est que je mets au défi quiconque, quelqu'un qui n'a jamais touché de femme, il devient fou. Je sais pas, regardez les films Angélique, là. Vous savez le film avec Robert Hossein, là, les vieux films. Dans Angélique 3 ou Angélique 4, à un moment donné, elle est dans la cale d'un bateau, avec des mecs qui n'ont jamais touché de femme pendant 10 ans. Ben, tiens, tu vas voir si tu as envie d'être avec des mecs qui n'ont pas touché de femme pendant 10 ans. Tu vas comprendre la tête du mec après. Voilà quoi. J'imagine le montage qu'il va faire après, il va mettre l'extrait, ça va être bien ça. Angélique, tu vas voir, regarde l'extrait, tu vas voir. J'ai le coffret des vidéos. Ah bah tiens, tu vas voir. Et vous allez voir la tête des mecs, hein. Vous allez voir, tiens, tu vas voir si tu as envie de le toucher. Tiens, après, une pensée pour Robert Hossein qui nous a quittés en début d'année. Condoléances, Robert Hossein. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Lourdes.
C'est vrai? Oui, il était très impliqué Ouais, auprès des sanctuaires de Lourdes. Ah, c'est bien. Et je l'avais filmé même. Ah ouais? Je faisais un stage au sanctuaire de Lourdes et j'avais filmé Robert Hossein en conférence. Bah, Bon, les images n'ont jamais été utilisées. Ouais, non. Mais au moins, tu les as... J'ai eu Robert Hossein en face de moi. Ah, bah, c'était... Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est un mec, en plus, il était discret, et puis il parlait surtout de... C'était un homme de théâtre. Alors, je respecte plus les gens qui vont être dans le théâtre, parce que c'est quand même... Moi, je suis pas très acteur et tout, parce que bon, j'ai eu un passé avec les acteurs et tout, c'est pour ça que j'avais bifurqué avec Marilyn Manson, Slipknot et tout ça. Ça m'a aidé pour mon écriture et pour mon identité littéraire, bon, que j'avais un peu à la base, mais que j'avais laissé tomber à cause des acteurs. C'est vrai que moi, ce qui m'a dérangé, c'est le côté, voilà, les acteurs de cinéma, c'est plein d'argent, tout est rentabilisé de manager, de machin et tout, pour dire 3 lignes, et en plus, ils vont se valoriser qu'ils ont fait machin. En plus, ils continuent à faire des promos et des trucs, et nous, on nous interdit de nous exprimer. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de rage là-dessus. Par contre, les acteurs de théâtre, c'est quand même un exercice assez prenant, parce que c'est des mecs, ils vivent comme nous pour l'écriture ou pour les musiciens. Ils vivent en fait de pouvoir jouer, de pouvoir faire des choses sur scène, l'interaction avec le public, la réaction du public, et puis c'est surtout, faut quand même réussir, parce que là, quand tu loupes la prise, tu peux pas faire le montage et recommencer plusieurs fois. Tu es sur scène, tu te loupes, quoi. Et il faut retenir tout le truc en tête. Et moi, je dis chapeau sur ça, parce que c'est vrai que même si c'est mes textes et que je les écris et ça, j'ai du mal à retenir mes phrases, moi, des fois. À retenir complètement les trucs. J'ai un problème avec les médicaments que je prends, c'est... Donc ouais, Robert Hossein, ouais, chapeau. Mais le théâtre, c'est quelque chose de balèze. Ouais. Après, ça va faire rire tout le monde, mais bon, j'ai dit une phrase à la con, moi, je pensais pas dire un truc de mal, hein. Ma mère, quand elle m'a dit, ouais, Robert Hossein est mort et tout, et il y a l'ami de ma mère qui dit, ouais, il avait fêté son anniversaire juste avant, et il venait de fêter son anniversaire. Et moi j'ai dit cette phrase innocente, hein, ah merde, il est mort, bon, au moins il a fêté son anniversaire, au moins. Moi j'ai pas pensé, moi j'ai dit, bah ouais, au moins il a fêté son anniversaire, et là, alors elle a commencé à me dire, ah ouais c'est ça, ouais, t'es chier toi, ouais, je suis mort, mais au moins j'ai fêté, bah oui mais bon, moi je pensais qu'il a fait une bonne journée avant, et oui c'est mieux quand même, c'est mieux d'avoir fêté son anniversaire avant, hein, que d'avoir les huissiers avant, on est d'accord? Parce que je suis mort, et la veille, j'étais avec les huissiers en train de décortiquer les impôts. Ouais. Donc c'est... Du coup, je me suis pendu, et là, je suis... Du coup, je me suis pendu, et je suis mort. Donc, au lieu de faire la fête avec une pute, machin et tout, non, j'étais avec les huissiers en train de me faire égorger, ouais.